Pas plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Face à vous, Anne Corpet, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Au sommaire, c'est son premier invité étranger depuis son retour à la tête des États-Unis. Donald Trump reçoit Benyamin Netanyahou dans 1h30 maintenant à la Maison-Blanche. Au menu évidemment, la poursuite ou non de la trêve à Gaza dont on négocie actuellement la deuxième phase au Qatar. Et puis on parlera des taxes américaines sur les importations. L'imbroglio a duré tout le week-end et si Donald Trump a fini par suspendre ses sanctions sur le Canada et le Mexique, la Chine, elle est toujours visée. Conséquence, Pékin réplique pour l'heure de manière encore limitée. C'est tout de suite l'essentiel. On va plus loin. C'est dans 1h30 maintenant que Benyamin Netanyahou arrivera à la Maison-Blanche. Donald Trump entend marquer ainsi l'importance d'Israël. C'est le premier dirigeant étranger qu'il reçoit à Washington depuis son retour au pouvoir, qui plus est un moment déterminant pour la poursuite ou non de la trêve à Gaza. Sophie Samaï. L'enjeu crucial. Pour sa première entrevue avec un dirigeant international depuis son investiture, Donald Trump rencontrera Benyamin Netanyahou. Au programme de cet échange, la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, qui prévoit la libération de tous les otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens et du retrait des troupes israéliennes de Gaza. Mais si Donald Trump se positionne comme un émissaire de la paix depuis sa réélection, il ne cesse d'envoyer des signaux contradictoires sur la perspective d'une fin définitive du conflit. Je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. J'ai vu des gens brutalisés, personne n'a jamais rien vu de tel. Je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. De son côté, le Premier ministre israélien se dit sous pression, alors qu'une partie de ses partenaires de la coalition gouvernementale a juré de quitter le gouvernement s'il ne reprend pas la guerre après la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Leur départ augmenterait les risques d'élections anticipées, au cours desquelles Benyamin Netanyahou pourrait perdre son poste. Mais le chef de l'opposition l'affirme, le Premier ministre israélien ne doit pas utiliser cet argument pour reprendre les combats. Netanyahou dispose d'un filet de sécurité politique de la part de l'opposition pour l'accord à chaque étape. Il n'y a aucune raison politique empêchant Netanyahou de passer à la phase suivante. L'accord bénéficie du soutien écrasant du peuple israélien et de la Knesset d'Israël. L'accord sur les otages ne fera pas tomber le gouvernement de Netanyahou. Nous y sommes tous engagés. En parallèle de ces réunions, les négociations devraient reprendre cette semaine au Qatar par médiateurs interposés entre l'État hébreu et le Hamas. Cette rencontre intervient aussi alors qu'Israël mène depuis le 21 janvier une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et on a dit que c'est l'émissaire de Donald Trump qui avait contraint Benyamin Netanyahou à consentir au cessez-le-feu à Gaza. Ça n'a pas empêché Israël de poursuivre ses objectifs de sécurité en Cisjordanie. La visite d'aujourd'hui jouera quel rôle dans la suite des événements pour les Israéliens, Mathieu Mabin? On retient la main de Netanyahou à Washington ou au contraire, on n'entend surtout pas l'entraver? Alors d'abord, je pense qu'il y a un point essentiel à rappeler, c'est que le dialogue entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump ne va pas commencer aujourd'hui. En réalité, il n'a probablement jamais cessé. On se souvient effectivement qu'il y avait eu un froid entre les deux hommes lorsque Benyamin Netanyahou avait réagi un peu à la hâte en reconnaissant la victoire de Joe Biden en 2020. Vous vous souvenez que Donald Trump s'était particulièrement vexé de cet épisode. Tout cela est bel et bien enterré. Depuis, les hommes se sont vus à plusieurs reprises, y compris à Mar-a-Lago, dans la résidence privée du président en exercice. Et dialogue effectivement sur la situation en cours au Proche et au Moyen-Orient, jusqu'à tomber d'accord pendant la campagne présidentielle pour n'accorder concrètement aucune victoire majeure à la diplomatie américaine. C'est aujourd'hui à peu près transparent, notamment grâce à l'émissaire de Donald Trump qui fait des allers-retours réguliers entre Jérusalem et Washington. Et donc, effectivement, cela ne veut pas dire que les deux hommes ont la même vision sur la région. Et évidemment, c'est normal. L'un des deux est chef d'État dans la région, l'autre ne l'est pas. L'Amérique a des intérêts et l'intérêt principal de l'Amérique au Moyen-Orient, c'est aujourd'hui la normalisation de la relation entre Israël, l'allié de toujours, et les pays arabes voisins d'Israël, avec au premier chef, bien entendu, le partenaire économique indispensable pour Washington dans le secteur, l'Arabie saoudite. Ça, c'est la priorité de Donald Trump.
La priorité de Benyamin Netanyahou, c'est tout simplement de continuer à bénéficier de l'aide financière américaine absolument indispensable et surtout de conserver les coups des franches pour mener sa guerre sur son sol. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Et pour Donald Trump, il semble bien que ce soit la taille d'Israël qui est en cause. Écoutez-le répondre à un journaliste qui l'interrogeait hier sur la possibilité d'une annexion par l'État hébreu de la Cisjordanie. Vous avez mentionné dans le passé que vous étiez préoccupé par le fait qu'Israël était trop petit géographiquement. Soutiendrez-vous l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie par Israël? Je ne vais pas en parler. C'est certainement un petit pays en termes de territoire. Vous voyez ce stylo? Ce magnifique stylo? Mon bureau représente le Moyen-Orient. Et ce stylo, le haut du stylo, c'est Israël. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Vous savez, la différence est énorme. J'utilise cette analogie, elle est assez précise en fait. Il s'agit d'un petit morceau de terre, et il est étonnant qu'ils aient pu faire ce qu'ils ont pu faire quand on y pense. Il y a beaucoup de cerveaux intelligents, mais il s'agit d'un tout petit territoire. Cela ne fait aucun doute. Comment comprenez-vous, Niagale Bagayoko, les propos de Donald Trump? C'est un feu vert aux opérations israéliennes en Cisjordanie, voire même à une annexion? En tout cas, ça s'ajoute au fait que Donald Trump a levé les sanctions qui avaient été prises contre des colons de Cisjordanie. Donc ça va effectivement dans le sens de la validation de cette approche. Mais on a également des signaux contraires. Moi, il me semble que les déclarations actuelles rendent assez difficile une lecture cohérente des positions qui sont prises. Il y a, c'est vrai, d'un côté aussi cette idée selon laquelle il faut faire le ménage dans la bande de Gaza, notamment en proposant à ces populations de gagner la Jordanie ou l'Égypte. Mais par ailleurs, il y a cette idée selon laquelle le président Trump sera le faiseur de la paix au Moyen-Orient, ce qui, comme Mathieu Babin vient de le dire, passe par un accord avec l'Arabie Saoudite qui, elle, est absolument intraitable sur le fait qu'il est indispensable que les Palestiniens aient une garantie quant à un État qui leur revient. Donc il me semble que la politique n'est pas très lisible à ce stade. Oui, vous êtes d'accord, Anne Corpet? Oui, de toute façon, avec Donald Trump, il faut s'en tenir aux faits parce que il tient souvent des propos contradictoires. Il n'échoue jamais, mais il change souvent d'avis. Quand je dis il n'échoue jamais, c'est selon évidemment son point de vue. Les faits concernant la Cisjordanie, l'offensive israélienne militaire mur de fer a été lancée le 21 janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump. C'est le jour de son investiture qu'il a effectivement levé les sanctions sur les colons, mais aussi levé l'interdiction qui avait été prise par Joe Biden d'expédier à Israël des bombes de 900 kilos. Donc voilà. Autre fait, Donald Trump compte dans son entourage des gens qui sont partisans de l'annexion de la Cisjordanie. C'est le cas de l'ambassadeur